Bonsoir à toutes et à tous, samedi 7 décembre, il est l'heure de l'info. Motion de censure, démission du Premier ministre et accord de libre-échange avec le Mercosur. Ces derniers jours ont été mouvementés et pour les agriculteurs haut-marnais, ces décisions politiques ne passent pas. Les températures sont en baisse et l'hiver approche à grands pas. À Saint-Dizier, la chaufferie biomasse tourne à plein régime, un mode de chauffage particulièrement apprécié. Une deuxième doit d'ailleurs ouvrir en 2025. C'est la fin des travaux de réhabilitation de la direction départementale des territoires à Chaumont. Le bâtiment, considéré comme une passoire énergétique, a été entièrement réhabilité. Partons à la découverte de la langue champenoise à la fin de notre édition. Notre invité nous parlera d'un album de la collection Tintin désormais disponible en champenois. Et on débute ce journal avec cette information. La gendarmerie de la Marne a lancé un appel à témoins à la suite de la disparition inquiétante d'une sexagénaire à Sermaises-les-Bains. La disparue, âgée de 68 ans, s'appelle Florence et elle n'a pas donné signe de vie depuis ce mercredi 4 décembre. Elle mesure environ 1,69 m et elle a les cheveux courts et gris. Ce jour-là, elle se serait rendue à l'EHPAD de Sermaises-les-Bains pour emmener son mari faire quelques courses avant de le redéposer à 15h45. Elle a quitté l'établissement à bord de son Dacia Duster marron et depuis, plus aucune nouvelle. Toute personne disposant d'une information liée à sa disparition est priée de contacter la brigade de Sermaises-les-Bains ou la compagnie de Vitry-le-François. Sonné coup sur coup par la vacance gouvernementale à Paris et la conclusion d'un accord de libre-échange Europe-Mercosur, les syndicats agricoles français ont entrepris de durcir leurs actions. En Haute-Marne, ces décisions ne passent pas. Les jeunes agriculteurs 52 appellent tout de même au calme et tentent de réfléchir aux solutions à mettre en place. La rédaction vous fait le point. C'était l'une de leurs principales revendications. Alors que les agriculteurs s'opposent fermement et manifestent depuis plusieurs semaines contre l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a annoncé ce vendredi avoir conclu les négociations. Un coup dur pour les jeunes agriculteurs de la Haute-Marne, déçus par cette décision. On ressent une trahison et malheureusement ça tombe vraiment mal pour nous, la France, parce qu'à l'heure actuelle le seul interlocuteur c'est Emmanuel Macron. Mais on va bien sûr aller vers nos députés pour réaffirmer notre position face au Mercosur. C'est mal parti, mais il faut encore que le traité soit ratifié par les 27 pays. Donc on espère pouvoir encore faire pencher la balance de notre côté. Une décision européenne qui intervient dans un contexte politique tendu. Après le vote de la motion de censure et le départ de Michel Barnier, les agriculteurs se retrouvent de nouveau sans interlocuteur au gouvernement. On refait encore un pas en arrière comme cet été, après le départ de Gabriel Attal. Donc j'ai envie de dire, on a l'habitude. C'est aussi une manière pour nous de se remettre en ordre de bataille et de reprendre, on espère, les travaux qui ont été faits par Gabriel Attal et aussi par Michel Barnier. Tout n'était pas acquis. Il faut, je pense, rester calme, ne pas céder au chaos et prendre les choses avec calme et travail et sérieux. Travail et sérieux seront donc les maîtres mots pour continuer les négociations. Selon le président, le compte n'y est toujours pas, même si les revendications avancent. Ils auront attendu près de 15 ans, mais ils ont finalement eu raison d'être patients. Les 60 bénévoles bragards de la protection civile de Haute-Marne ont inauguré ce vendredi soir leur tout nouveau garage. À quelques jours de Noël, ce cadeau de la ville était le bienvenu. Gaël Bossu était sur place. Que vous apprendrez à faire fonctionner. Après 15 ans d'attente, il est enfin là. Un garage flambant neuf a été construit à Marne-Aval et sera à la disposition de la protection civile de la Haute-Marne. Au total, 120 mètres carrés qui pourront accueillir 3 ambulances et un véhicule léger pour un coût total de plus de 250 000 €. C'est surtout un grand pas en avant qu'attendaient impatiemment les 60 bénévoles bragards. Pouvoir garder les véhicules à l'abri de la météo et du vandalisme, mais également permettre une réactivité encore plus importante. Autant d'avantages qui ravissent évidemment la présidente départementale de la protection civile. Ça fait une quinzaine d'années qu'on avait commencé déjà à faire la demande et puis bon, on avait un petit peu arrêté. Puis là, on est reparti, puis on s'est dit, on retente encore une. Puis là, voilà, c'est abouti. J'en reviens pas encore, hein. Je vais être tout à fait honnête, j'en reviens pas encore, mais je suis tellement contente. Pour moi, puis pour ceux qui vont me succéder, bien entendu. C'est gratifiant pour tout ce qu'on fait, ça met en valeur la protection civile de la Haute-Marne. Et c'est vrai que c'est vraiment un superbe cadeau, ça tombe bien, c'est juste avant Noël.
C'est un des grands projets de la ville de Saint-Dizier pour 2025, la construction d'une deuxième chaufferie biomasse pour alimenter 1000 logements supplémentaires. Actuellement, celle du Verbois permet d'en chauffer 5000. Gaël Bossu est allé visiter les installations en pleine période d'hiver. Elle chauffe près de 5000 logements et équipements publics de Saint-Dizier. La chaufferie biomasse installée en 2015 est aussi importante que méconnue. Pour comprendre son fonctionnement, tout commence ici, où la matière première, le bois, est stocké. On stocke ici 3 jours de chauffage, ce qui nous permet de passer les week-ends notamment, et d'avoir un stock pour jongler entre les demandes du matin et les demandes de l'après-midi qui sont plus ou moins fortes, d'avoir un stock pour nous permettre de nous adapter à la demande. Les plaquettes de bois sont ensuite raclées et acheminées vers 2 immenses chaudières à l'intérieur. Là, au cœur du foyer, on se situe entre 700 et 800 degrés. Les différents gaz de combustion rencontrent l'eau chaude du réseau à plusieurs endroits de la chaudière. Et l'eau chaude sort de la chaudière entre 95 et 100 degrés. L'eau presque bouillante parcourt ensuite les 17 km de réseau de la ville pour chauffer logements collectifs et équipements publics. Pour une ville comme Saint-Dizier, cette solution de chaufferie biomasse en réseau est particulièrement adaptée. Et elle permet tout simplement de produire 80% de l'énergie, de la chaleur du réseau de chaleur de façon décarbonée. Donc en valorisant de la biomasse, qui est une ressource locale qui provient d'environ 50 km autour de Saint-Dizier. Une solution si appréciée par la ville qu'elle sera bientôt étendue. Une deuxième chaufferie comme celle-là verra le jour en 2025 à l'ouest de la ville. Effectivement, nous, on est très satisfaits du fonctionnement de cette chaufferie qui, en fait, arrivait au maximum de ce qu'elle pouvait donner en termes d'ENR, en termes d'énergie renouvelable. Et donc, pour aller plus loin en la matière, il fallait en construire une deuxième. Et puis, 2022 est passé par là, c'est-à-dire l'augmentation du prix du gaz de manière massive a fait mûrir les esprits. Et donc, il y a un intérêt également du côté des syndics et des habitants qui vivent en collectif à l'ouest de la ville. Le bois sera alors remplacé par de la paille et la nouvelle chaufferie permettra d'alimenter 1000 logements supplémentaires. Ce mardi 3 décembre, la direction départementale des territoires de Chaumont a inauguré sa nouvelle salle qui porte le nom de l'ancien sénateur de Haute-Marne, Edgar Pisani. Le bilan des travaux effectués sur le bâtiment pendant près de 2 ans a également été présenté par la préfète de la Haute-Marne. Célia Richard vous propose une visite. Après plusieurs années de travaux, la direction départementale des territoires fait enfin peau neuve. Étiqueté comme passoire thermique, le bâtiment a été rénové dans le cadre d'un plan de relance lancé par le gouvernement après la période Covid. Alors, le plan de relance a été un formidable plan d'investissement lancé par le président de la République à la fin de la période Covid pour relancer l'activité économique dans notre pays. Et dans le cadre de ce plan de relance, un certain nombre de crédits avaient été réservés pour rénover l'immobilier de l'État dans une perspective d'amélioration écologique de nos bâtiments. C'est le fait d'avoir revu l'enveloppe extérieure du bâtiment, ce qui permet d'avoir une meilleure capacité d'absorption des variations de température entre l'intérieur et l'extérieur, et puis ensuite le fait d'avoir remplacé tous les ouvrants de ce bâtiment, et ce qui aujourd'hui permet de conserver une température relativement équilibrée au sein du bâtiment. Un budget de 2,4 millions d'euros, en plus de 120 000 euros d'installation de panneaux photovoltaïques. Les travaux ont commencé au printemps 2021 et se sont terminés en tout début d'année 2024. Une rénovation nécessaire pour Alexandre Durand, le référent territorial pour le secteur sud de la Haute-Marne. Alors c'est un bâtiment qui est très vieux, qui a été construit en 3 phases entre 1950 et 1981. Et en fait, l'usage et le confort pour les agents devenait assez compliqué. On avait des fenêtres qui étaient mal isolées, qui certaines commençaient à se décrocher, beaucoup de ressentis de froid. Et aussi aujourd'hui, il y a un nouveau phénomène, c'est quand même le confort d'été, où le bâtiment avait tendance à monter en température énormément. Donc c'est ce qui a motivé cette opération-là. Et également, évidemment, l'économie d'énergie, puisque, comme vous l'avez compris, c'est une économie d'énergie qui sera de 60% une fois la réalisation des travaux terminée avec les panneaux photovoltaïques. En plus des travaux à vocation énergétique et écologique, une nouvelle salle de réunion a été inaugurée. L'occasion pour la préfète, mais aussi pour la DDT, de rendre hommage à Edgar Pisani, ministre de l'Agriculture entre 1961 et 1966, et sénateur de Haute-Marne pendant près de 16 ans.
Son fils, Francis Pisani, était présent dans l'Assemblée. Ça me fait beaucoup parce que c'est à Chaumont et que c'est un des endroits où j'ai été le plus proche de mon père. Donc il y a une raison affective extrêmement importante. Et c'est là qu'il a commencé sa carrière, de façon... C'était pas tout à fait le début, mais c'était là qu'il a pris son élan. Et j'ai beaucoup aimé la formule de Madame la préfète, il est né en Haute-Marne. Aujourd'hui, d'autres fonds d'investissement sont mis en place par le gouvernement afin de réhabiliter énergétiquement la Haute-Marne, comme par exemple le Fonds vert qui est un dispositif financier pour accélérer la transition écologique dans les territoires. Ce soir, nous allons découvrir une autre langue, une culture singulière, un folklore. Nous ne partons pas en voyage, mais nous allons parler champenois. Mi-novembre, l'association La Maison du Folklore de Champagne a publié un album de Tintin traduit en langue champenoise. Bonsoir Brice. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association. Alors, ça donne quoi les bijoux de la Castafiore en champenois? Ça donne ça. Voilà. Un album. Je ne me lancerai pas sur la prononciation. Est-ce que vous pouvez peut-être nous le prononcer? Oui, Los Orri de Lei Castafiore. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'entreprendre cette traduction de Tintin en champenois? Alors, tout a démarré en mai 2021, lorsqu'à l'Assemblée nationale a été votée une loi qui s'appelle la loi Molac. Donc Molac est un député breton et qui a permis, par la loi, que les langues régionales soient instruites à l'école publique et pendant les temps scolaires. Et on s'est dit, en Champagne, il y a une langue qui était la langue internationale du Moyen-Âge, et aujourd'hui elle est en désuétude, et il faut la relancer. C'est de là que dans notre association, on a créé cette section Renaissance de la langue champenoise, et cette section qui, avec le fruit de son travail, est arrivée à un but. Il fallait faire un vrai projet médiatique pour la relancer. Et le projet médiatique, c'était le Tintin. Tintin parce que monument de la littérature. Et pourquoi les bijoux de la Castafiore? Parce qu'il y en a plein des Tintins. Alors notre association est basée dans un petit village qui s'appelle Aïville, près de Bar-sur-Aube, et le sobriquet du village c'est le Petit Moscou, parce que le village a été brûlé par les Cosaques russes en 1814. Donc nous voulions traduire Tintin au pays des Soviets. Mais par le contexte géopolitique, Casterman nous a dit ce n'est peut-être pas le bon moment. Et ils nous ont conseillé les bijoux de la Castafiore parce que c'est un album qui est très franchouillard. À l'intérieur, vous avez les arbres, vous avez le piano, vous avez le château, vous avez l'api, des mots qui sont officiellement traduibles en langue régionale. Et donc vous êtes lancé sur ce projet. Alors je tiens à le préciser parce que la seule région de France qui n'avait pas encore son album de Tintin, c'était la Champagne-Ardenne. J'imagine que ce n'est pas simple de traduire un album de Tintin. Hein. Alors forcément, ce n'est pas simple quand on n'a pas de locuteur dans son entourage, dans son association. Mais nous avons la chance à la Maison du Folklore de Champagne d'avoir une trentaine de locuteurs de champenois courants. Alors principalement dans le département des Ardennes et dans le département de l'Aube. Et donc ce sont ces traducteurs qui se sont attelés pour réaliser la traduction de cet album. Alors quand vous dites locuteurs, c'est des personnes qui parlent et qui le comprennent, c'est ça? C'est ça, voilà, qui le parlent couramment et qui le comprennent couramment. Alors quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer quand on traduit un album de Tintin? En fait, la problématique, c'est que c'est une histoire, mais c'est une histoire qui a été racontée par Hergé. Donc Hergé avait des traits d'humour, il avait des organisations de phrases qu'il voulait transmettre au lecteur. Et ça, c'est le plus compliqué, parce que traduire une phrase du français au champenois ou du champenois au français, quand on est un locuteur, c'est facile. Par contre, retranscrire le ton d'Hergé, ça, c'est forcément beaucoup plus compliqué. Oui, et l'humour qui est très subtil aussi à certains moments. Donc là, on doit faire des choix. Ah oui, tout à fait. Surtout que les choix doivent être en raccord avec le nombre de lettres qu'il y a à l'intérieur des bulles, puisque les bulles ne sont pas extensibles. Donc ça, c'est tout un travail qui finalement est complexe. Alors Casterman nous disait qu'il fallait entre 5 et 10 ans pour traduire un album de Tintin. On l'a fait en 6 mois. Avec combien de traducteurs? On avait un traducteur dans les Ardennes, un traducteur en Guyane, encore un autre près de Lyon. Et puis on avait toute une équipe de petites mains tout autour qui les aidait avec l'aspect outil informatique qui était donc basé près de Bar-sur-Aube, dans le village d'Aïville. Donc on va dire que du début de la volonté de traduire ce Tintin à la sortie, il y a 2 ans qui se sont écoulés finalement. 2 ans et demi, oui, parce qu'il y a eu aussi le jeu des subventions. Forcément, faire un album comme ça, c'est un coût, et notre association ne l'avait pas. Donc on a tapé à la porte de la région Grand Est, qui nous a dit « mais vous avez les portes grandes ouvertes parce que nous soutenons les initiatives sur les langues régionales de notre territoire, et surtout une subvention de l'Europe, des fonds leaders européens de la Côte des Bars, qui nous a permis de faire le pourtour du volet financier. » Donc bien accompagné finalement. Si on fait un petit point rapidement, grammaire et conjugaison, pour que les gens comprennent bien, est-ce qu'il y a des consonances ou des choses qui se ressentent en français et en champenois? Est-ce que c'est la même langue un petit peu? Alors si on fait un cours de linguistique, on va essayer d'être assez rapide. En fait, le français, comme le champenois, comme le bourguignon, comme le normand, etc., sont des dialectes de la langue d'Oïl, qui est donc la langue du nord de la France, tandis que la langue du sud de la France, c'est la langue d'oc. Forcément, donc, tous les dialectes de la langue d'Oïl ont des consonantes, des traits de grammaire, etc., qui sont proches. Mais ce sont tout de même des langues à part entière. Donc, quand vous lirez les bijoux de la Castafiore, les 4/5e des phrases, vous ne les comprendrez pas,
Et vous les comprendrez avec deux manières, soit en comprenant le contexte, soit tout simplement en lisant le glossaire qui est la fin de l'album, parce qu'on est des malins, on a commis un glossaire. Donc on va chercher finalement à la fin du livre les mots qui nous ont paru trop compliqués. Exactement. Et ça c'est un choix que vous avez fait de vous dire, bon, on fait cette traduction, mais on permet à tout le monde d'accéder à ce livre finalement. C'est tout l'enjeu. Si notre objectif de départ, c'est de relancer la langue champenoise, si on sort un album de Tintin que les gens ne comprennent pas et ne comprendront pas, ça n'aurait pas de sens. Alors que là, on le comprend par le contexte, on le comprend en se posant des questions et on le comprend par le glossaire. Alors, véritable carton, hein, puisque vous en avez vendu énormément ces derniers temps. Depuis mi-novembre, vous en êtes à combien d'albums écoulés là ? Alors, les chiffres, c'est difficile à dire, parce qu'on a fait des dépôts dans 52 points de vente dans toute la Champagne-Ardenne. Mais pour être honnête, quand on voit les réassorts que l'on a, je pense qu'on a déjà dépassé les 2000 ventes. On va terminer simplement sur l'association cette fois-ci. Ça, c'est un premier gros projet, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Quelle est la suite pour vous ? Eh bien, la suite, elle est simple. Face à cet engouement, on s'est dit qu'on ne pouvait pas s'arrêter là. Donc, on avait décidé au départ que ça serait un album unique. Et donc, nous avons décidé de continuer l'aventure. Et donc, en 2025, va sortir Le Secret de la licorne, en champenois, suivi en 2026 du Trésor de Rackham le Rouge, toujours en champenois. Donc, c'est vraiment une continuité. Comme ça, on va continuer de faire parler de la langue pendant 3 ans. Et en même temps, nos petites mains de l'association vont pouvoir continuer à travailler sur le projet avec l'Académie de Reims pour permettre enfin l'instruction du champenois à l'école publique et pendant les temps scolaires, car d'ici 2 ans, ce sera possible. Eh bien, écoutez, on va suivre tous ces projets. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de votre édition. Tout de suite, la météo. L'information continue sur Puissance Télévisions. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.